Bonsoir, mardi 4 mai, bienvenue dans le journal de TV78. C'est l'essentiel de l'actualité locale. Voici les titres de cette édition. Le territoire concentre 15% de la recherche publique et privée française. Paris-Saclay organise le Paris-Saclay Spring, l'événement des acteurs de l'innovation française qui se déroulera les 20 et 21 mai prochains. Reportage et invité, Jérémy Hervé, directeur de l'innovation et du développement économique à l'EPA Paris-Saclay. Une cagnotte lancée pour Emma, cette petite fille de 8 ans, habitante d'Ably, est atteinte d'un grave cancer. Ses parents espèrent pouvoir lui faire bénéficier d'un traitement aux États-Unis très coûteux. Interview du père de la jeune Yvelinoise à suivre. Enfin découverte dans ce journal de la fraiseraie de Houdan, le couple d'agriculteurs qui la gère va rouvrir la boutique à la ferme prochainement, après un an de fonctionnement en drive. Face à la crise sanitaire, ils ont dû s'adapter entre volonté de renouer le contact et regain d'intérêt des consommateurs pour la production locale. Et quelques semaines après le blocage du site AgroParisTech à Thiverval-Grignon, la direction de l'école réagit. C'est à suivre dans ce journal. En ce jour d'adoption de la loi Climat et Résilience à l'Assemblée nationale, ce déplacement des ministres de la Transition écologique et des Sports, Barbara Pompili et Roxana Maracineanu, étaient à Poissy. Elles ont assisté à la formation Savoir rouler à vélo à l'école primaire Nelson Mandela. Le gouvernement vient de lancer à ce propos le programme Génération Vélo, 21 millions d'euros pour déployer l'apprentissage du vélo et des enfants de 6 à 11 ans. Ce programme est destiné à accompagner des communes et des structures accueillant des enfants pour les former au savoir rouler à vélo. Le parti présidentiel qui vient d'annoncer ses candidats pour les élections départementales dans les Yvelines, La République En Marche a présenté ce matin ses binômes. 5 femmes et 5 hommes s'engagent pour le scrutin des 20 et 27 juin prochains. Les précisions dans ce sujet de Mélanie Poquier. Engagé pour le 78, c'est sous cette bannière que La République En Marche des Yvelines lance sa campagne. Le parti présidentiel a fait le choix de ne présenter que 5 binômes pour les élections départementales. On a eu un travail de réflexion pour être cohérent avec nos choix aux élections municipales. On a fait un certain nombre d'alliances qui nous a permis d'entrer dans les conseils municipaux, de travailler avec différents maires du territoire. Et pour nous, il était indispensable que notre travail au niveau départemental soit cohérent avec ça. Des marcheurs engagés dès la création du parti, des nouveaux adhérents, mais aussi des élus comme des conseillers municipaux ou encore des maires, les binômes sont hétéroclites. Je pense qu'ensemble, on va beaucoup plus loin. Et on s'est regroupés, nos 3 comités existants se sont regroupés pour faire un seul comité et permettre d'avoir une task force pour les prochaines échéances électorales, à commencer par cette départementale. Il y a 2 sujets qui me semblent importants. C'est la mission sociale du département, rendu encore plus important, je dirais, du fait de la crise sanitaire. C'est l'exigence d'amélioration de l'efficacité des services publics à tous les niveaux administratifs. Et je pense que pour cela, il faut changer de méthode. Se présente aussi Khadija Moudnib, candidate aux dernières législatives dans la 8e circonscription des Yvelines, Grégory Pape, conseiller municipal de Guyancourt, ou encore Laurent de Bastard, médecin urgentiste à Versailles. Avec ces 10 candidats, La République En Marche souhaiterait installer un débat au sein du conseil départemental. L'annonce de la vente du domaine par l'État avait provoqué le blocage des lieux pendant plusieurs jours. L'école AgroParisTech va quitter Thiverval-Grignon, un départ provoqué par le regroupement des 4 sites franciliens de l'établissement à Palaiseau en Essonne. Eh bien qu'aucun promoteur n'ait encore acquis le site, l'annonce de la vente avait entraîné un mouvement des étudiants en mars dernier. Quelques semaines après, la direction de l'école a accepté de réagir et c'est au micro de Bichente Merien Santisteban. Oui, on a bien sûr beaucoup discuté avec eux pendant le blocus. Et encore maintenant sur... Ils sont très attachés au site, nos étudiants. Vous voyez, hein, c'est très beau. Passer une année ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils sont très attachés au site et à ses valeurs agronomiques et écologiques. Et donc, il est vrai que la vente les inquiète et que l'avenir du site les inquiète et qu'ils souhaiteraient pouvoir en être acteurs de cet avenir. Et sur ce dossier, le département des Yvelines a annoncé être prêt à racheter les espaces boisés du site afin de les transformer en espaces naturels sensibles.
Dans l'actualité également, une nuit de violence à Guyancourt. Des policiers et des pompiers ont été visés par des tirs de mortier. Des faits qui se sont produits lundi soir et qui se sont poursuivis dans les heures suivantes. À chaque fois, les patrouilles ont été attaquées lors d'interventions. Pour éloigner les agresseurs, les forces de l'ordre ont dû faire usage d'armes de dispersion. Deuxième nuit consécutive de violence dans la ville. La veille, un automobiliste avait foncé délibérément sur un véhicule de police. C'est le rendez-vous des acteurs de l'innovation sur le territoire de Paris-Saclay. Paris-Saclay Spring est au programme les 20 et 21 mai prochains et on en parle dans un instant avec notre invité. Une édition 2021 avec une nouveauté Spring 50. C'est la sélection des 50 startups les plus prometteuses. Parmi elles, Rodker qui est implanté à Montigny-le-Bretonneux. Sa spécialité, le diagnostic de l'état du réseau routier via smartphone. Cette solution déjà opérationnelle poursuit son développement. Découverte dans ce reportage de Justine Brasier et de Nicolas Dandry. Elle a été créée en février 2021 mais est déjà reconnue dans le monde de l'innovation. Rodker a été sélectionnée pour participer au Spring Paris-Saclay le 20 et 21 mai prochain. Cette start-up est issue de l'entreprise Diagoué, une société de diagnostic des routes grâce à un camion et différents dispositifs de mesure. Rodker apporte une nouvelle solution innovante dans ce domaine. Rodker est une spin-off de Diagoué et c'est la version simplifiée du diagnostic routier, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de camions avec tous les équipements, on a juste besoin d'un smartphone, d'une application et la nouveauté c'est que c'est également directement la collectivité qui peut réaliser le diagnostic en régie. Cette solution facilite la gestion de la compétence voirie pour les plus petites collectivités locales. L'utilisateur fixe le téléphone sur le pare-brise, il peut commencer son parcours. Les routes étudiées sont captées à travers l'application Rodker. Nous, on récupère la donnée et la donnée collectée est analysée sur nos serveurs par intelligence artificielle. Donc c'est là où tout l'inventaire se fait, des dégradations, les nids de poules, les fissures, et toute la restitution se fait ensuite sur une interface full web. Donc le gestionnaire, une fois de retour au bureau, se connecte avec son mail et a accès à tout l'inventaire des dégradations qui est réalisé, aux notes de bons, mauvais, moyens, et aussi au plan de travaux que l'on propose suite à ce diagnostic. Et pour le moment, on est capable de faire toutes ces briques métiers de notre côté en attendant que l'application en ligne soit 100% opérationnelle. Sa participation au Spring Paris-Saclay, une chance pour Rodker d'accélérer son développement et prendre la route du déploiement sur les marchés publics. Et invité avec nous en visioconférence, Jérémy Hervé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'innovation et du développement économique de l'EPA Paris-Saclay. C'est l'établissement public d'aménagement dont font partie notamment le plateau de Versailles-Satory et Saint-Quentin en Yvelines. Alors le Paris-Saclay Spring, c'est le rendez-vous cette année 100% digital qui aura lieu les 20 et 21 mai. On l'a vu dans ce sujet, une nouveauté cette année, c'est le Spring 50, la sélection des 50 startups du territoire les plus prometteuses. Elles vont être accompagnées pendant 2 ans par la French Tech Paris-Saclay et vont bénéficier de leur propre stand lors de l'événement. Pourquoi cette nouveauté, pourquoi justement donner cette visibilité aux startups ? Tout simplement, l'idée, c'est de donner toujours plus de visibilité à nos startups pour qu'elles puissent s'épanouir et se développer ici, à Paris-Saclay, où elles sont nées. Donc, l'idée, c'était de dépasser une seule journée par an. Pourquoi mettre la lumière sur ces startups une seule journée par an? Pourquoi pas toute l'année? Et donc, cette sélection nous permettra toute l'année d'identifier rapidement les startups à présenter aux investisseurs sur d'autres événements, sur d'autres exercices, pas seulement sur cette journée de Spring. Et parmi cette sélection, 10 startups ont été également retenues pour le Pitch Contest. Elles pourront présenter leur activité sur le plateau télé de l'événement. Dans cette liste des 10 startups fait partie notamment la startup Rodker. Comment ça va se passer très concrètement, ce Pitch Contest ? Alors, le Pitch Contest, d'habitude, c'est une seule session. Les 10 pitchers se succèdent dans un amphithéâtre, sur une estrade. Cette année, évidemment, avec la crise qu'on connaît, on est en distanciel. Et donc, c'est sur le plateau télé que viendront intervenir les 10 startups qui ont été retenues pour pitcher. Et en fait, sur 5 sessions. Donc, il y aura 5 sessions de 2 pitchs. Et à la fin de la journée, on remettra 2 prix. Un prix du jury, qui est un jury professionnel, et un prix du coup de cœur du public. Alors revenons plus généralement sur l'événement Paris-Saclay Spring. 2 jours, je le disais, en 100% digital pour mettre en avant l'innovation autour de 5 acteurs stratégiques, la food tech, les mobilités, la technologie, les technologies numériques, la green tech et la santé biotech. L'objectif, c'est quoi ? C'est de montrer finalement toute la capacité d'innovation du territoire, faire se rencontrer aussi les acteurs qui composent ce territoire ?
Tout à fait. En fait, l'idée, c'est au-delà de donner de la visibilité à nos startups, de donner aussi envie à d'autres entreprises qui ne seront pas encore avec nous, de donner envie à des talents de nous rejoindre, de rejoindre cette communauté d'innovation qui est Paris-Saclay pour ajouter à l'émulation et puis apporter du sang neuf, des idées nouvelles, des talents nouveaux. Donc donner envie de nous rejoindre dans cette communauté d'innovation. Et puis c'est aussi une journée qui nous permet de sensibiliser le tissu d'entreprises déjà à Paris-Saclay, le tissu local de PME, de grands comptes, aux enjeux de l'open innovation, aux enjeux de la transition écologique et de la transformation digitale des entreprises. Quelques chiffres, Paris-Saclay concentre près de 600 startups, 300 laboratoires de recherche publics et privés, des centres de R&D, des grands groupes. Et en tout, 15% de la recherche publique et privée en France y est concentrée. Paris-Saclay, c'est finalement un moteur de la relance après la crise sanitaire, la crise économique. C'est en tout cas l'ambition qui est affichée, qui est portée. Oui, nous pensons réellement que l'innovation est un levier de résilience économique. Nous pensons que c'est par l'innovation que la France pourra rester en tête dans la compétition économique mondiale. Il faut constamment innover, faire toujours mieux, améliorer l'état de l'art. Et ça passe par la recherche fondamentale, la recherche appliquée. Et donc, on voit aussi que dans cette période de pandémie, où le télétravail est de mise, qu'il y a une fonction où le télétravail reste quand même compliqué, où la proximité reste nécessaire avec les partenaires, c'est l'innovation, l'expérimentation, la recherche. Donc voilà, pour nous, cette édition de Spring, ça va être l'occasion d'interroger, de questionner la pertinence d'appartenir à une communauté d'innovation pour pouvoir mieux rebondir ou rebondir plus vite en sortie de crise. On a évoqué tout à l'heure un petit peu le programme avec notamment cette nouveauté, le Spring 50. Donc je le disais, 2 jours en 100% digital les 20 et 21 mai. Parmi les temps forts, on peut citer notamment la présence du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui participera à cet événement. Oui, en effet, le ministre de l'économie nous fera l'honneur de dire l'introduction, de prendre la parole en ouverture le matin du plateau télé. Donc ça, c'est le jeudi 20 mai au matin. Et puis ensuite, on aura une table ronde avec 4 représentants de nos grands comptes industriels qui font de la R&D ici à Paris-Saclay et qui ont eu des projets emblématiques du territoire et justement de cette activité qui n'a pas diminué, au contraire, pendant la crise. D'autres rendez-vous, des showrooms virtuels également au programme. Et vendredi, ce sont les circuits de l'innovation qui sont proposés. De quoi s'agit-il très concrètement ? Alors ça, c'est une partie qui reste essentiellement en présentiel, puisque les jauges sanitaires le permettent. Ce sont des visites en fait en format portes ouvertes. Donc des grands campus de R&D privés, des laboratoires de recherche publique vont ouvrir leurs portes à quelques petits groupes de quelques personnes, donc entre 5 et 20 personnes selon les sites, et leur permettre de découvrir un grand lieu de l'innovation, ce qui d'habitude est tout à fait impossible pour des raisons de confidentialité. Il est extrêmement difficile de visiter ces sites-là. Donc nous, on donne l'opportunité aux personnes qui s'inscrivent sur notre événement de demander à participer à ces circuits d'innovation. Donc c'est une dizaine de sites en tout, à la fois sur le côté essonien et sur le côté yvelinois de Paris-Saclay. Et donc, parmi les sites à visiter, par exemple, le Challenger de Bouygues ou l'Observatoire de l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines ou encore le futur centre de recherche de Servier sur le campus urbain de Paris-Saclay. Monsieur Paris-Saclay, on le rappelle, est à cheval sur 2 départements, les Yvelines d'un côté et l'Essonne de l'autre. Un dernier mot, les ingrédients d'un événement réussi, quels sont-ils ? Je pense qu'il faut des speakers de qualité, des gens qui connaissent très bien leur domaine et puis qui se connaissent entre eux. Donc on est vraiment dans une communauté d'innovation. On a sélectionné les thèmes par rapport aux technologies clés sur lesquelles on est très bien positionné à Paris-Saclay, mais aussi qui sont des technologies clés qui vont permettre de répondre aux grands enjeux contemporains, notamment climatiques, environnementaux et puis sociétaux. Et donc, je pense que la qualité des speakers va rendre cette journée absolument incroyable. Et ce sera donc les 20 et 21 mai. Toutes les informations sur ce Paris-Saclay Spring via le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Jérémy Hervé d'avoir été avec nous.
Le point à présent sur la vaccination dans les Yvelines. Au lundi 3 mai, 283 026 Yvelinois avaient reçu une première injection, quasi 27 000 de plus en une semaine. 22 682 rendez-vous ont été pris pour une vaccination cette semaine, dont près de 17 500 pour une seconde dose. Pour rappel, 16 centres de vaccination sont ouverts dans les Yvelines. Parmi eux, le vaccinodrome de Saint-Quentin en Yvelines, installé dans le Vélodrome national, où les 100 000 vaccinations vont être franchies ce week-end. En parallèle, l'agglomération travaille sur un projet, mettre en place une grande enquête épidémiologique pour rendre plus efficace la vaccination auprès des habitants, comprendre aussi le mécanisme de l'immunité face au Covid-19 chez les personnes qui ont reçu des injections. Un projet en partenariat avec la communauté scientifique de Paris-Saclay, l'Institut Pasteur, l'INRIA et l'INSERM. C'est en discussion en ce moment également avec le ministère de la Santé. On écoute à ce propos le président de Saint-Quentin en Yvelines, interrogé par Mélanie Poquet. Mais il faut anticiper. Nous, ici, on a toujours anticipé dans cette crise depuis le départ et on veut continuer en faisant une étude sur les gens qui viennent ici et leur demander pour les volontaires s'ils acceptent d'avoir 3 tests sérologiques, donc 3 prises de sang sur 12 mois, qu'on comprenne comment leurs anticorps sont maintenus ou bien disparaissent. On a besoin de ça pour avoir une politique derrière de vaccination encore plus personnalisée, plus adaptée. Et nous allons parler à présent de l'histoire d'Emma. Début février 2021, cette jeune Yvelinoise de 8 ans chute lors d'un entraînement de football. Et des examens révèlent par la suite qu'elle souffre d'une tumeur cérébrale après de la radiothérapie. Emma va mieux, mais son cancer est incurable. Pour lui permettre de vivre plus longtemps, ses parents ont lancé une collecte. Son papa en parle dans cette interview réalisée par Mélanie Poquet. C'est une petite fille très dynamique, beaucoup d'énergie, toujours joyeuse, qui aime évidemment s'amuser, comme n'importe quel enfant de son âge. Elle fait en effet du foot, c'est une très bonne élève à l'école, elle apprend les langues étrangères, elle fait du ski. Le GITC, il faut savoir que c'est un cancer qui n'est pas curable. L'espérance de vie des enfants est de 9 mois en moyenne. À 2 ans, le taux de mortalité est pratiquement de 100%. Il n'existe pas de traitement efficace ou de cure en France, ni même à l'étranger. Il n'existe pas de cure. Aujourd'hui, il y a juste des traitements expérimentaux. J'ai fait d'autres recherches, et notamment aux États-Unis, il se pourrait qu'il y ait un traitement qui soit plus adapté, qui s'appelle donc l'ONC 201, produit par la société Oncoceutics. Beaucoup de Français l'ont, ce traitement. Enfin, beaucoup de familles françaises le donnent à leurs enfants. Aux États-Unis, le système de santé, il est payant. Il n'est pas comme en France, et vous avez des frais d'hospitalisation et des frais de tests qui peuvent atteindre tout de suite des sommes assez extraordinaires. À Versailles, la rue des Chantiers est partiellement fermée à la circulation, et ce jusqu'à la fin de la semaine. Il s'agit de la partie entre les rues Jean Mermoz et Albert Sarraut, conséquence de la fuite d'eau décelée hier lundi, provoquée par la rupture d'une canalisation en souterrain. 300 foyers avaient été privés d'eau en début d'après-midi. Si l'eau potable est rétablie, les dégâts causés sur la voirie sont très importants. La route est inutilisable. Des travaux de reconstruction vont avoir lieu au plus vite, indique la mairie de Versailles. Et direction Houdan pour refermer ce journal, où un couple d'agriculteurs va rouvrir sa boutique à la ferme prochainement. Entre adaptation avec la crise sanitaire, besoin de renouer le contact et regain pour la production locale, la fraiseraie de Houdan se tient prête. Le reportage d'Éléonore Sinoquet. Damien et Stéphanie Van Alt sont prêts. La fiche port du masque obligatoire, la distanciation sociale et le sens de circulation attendent les clients dans leur boutique à la ferme. Dès le 10 mai, la fraiseraie de Houdan rouvrira ses portes. Après une année d'adaptation avec la crise sanitaire, le couple d'agriculteurs veut renouer le contact. L'année dernière, on a dû s'adapter un petit peu dans l'urgence. On a fait un drive en fait. Un drive, les gens venaient en voiture. Après, on trouve ça un petit peu dommage. Notre objectif en faisant de la vente directe, c'est quand même de voir le consommateur et de lui parler. Donc cette année, on a dit, on connaît un peu mieux le Covid, donc on prendra les mesures barrières, tout ce qu'il faut pour être dans les normes sanitaires. Par contre, on veut rediscuter avec les clients. Les gens ont besoin de contact. Contact avec les clients, mais aussi regain envers la production locale. La crise sanitaire a remis au goût du jour l'achat de fruits et légumes de saison et surtout près de chez soi.
La production locale nous tient à cœur, parce que je pense que c'est important de revenir aux justes valeurs. Là, on a l'impression que tout le monde redécouvre la production locale, donc c'est une bonne chose. Plus que jamais, la fraiserie de Houdan tient à sa production cette année. 13 500 pieds de fraisiers ont à nouveau été plantés avec 6 variétés différentes de fraises. Mais le couple Van Alst a aussi tenu à se diversifier. On s'est lancé dans la myrtille parce qu'aujourd'hui la myrtille c'est un fruit qui est en vogue, qui est très consommé et très demandé et seulement 10% de la production est française. Donc c'est quand même dommage d'acheter de la myrtille du Pérou ou du Chili, sachant qu'on peut potentiellement produire en France. Donc on va découvrir cette production. En 2021, seulement quelques grammes sortiront de cette nouvelle production. Dès l'an prochain, en revanche, les myrtilles côtoieront les fraises au sein de la boutique à la ferme. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité, belle soirée avec TV78.